Et notre invitée ce soir, Sandrine Runel, adjointe aux solidarités à la ville de Lyon. Bonsoir. Bonsoir. Je voudrais qu'on commence avec vous avec cette actualité qui fait beaucoup réagir ces derniers jours. Avant les JO et la Coupe du Monde de rugby, le gouvernement qui veut donc inciter des milliers de sans-abri à quitter la région parisienne pour aller dans les régions, arguant de la baisse du nombre d'hôtels prêts à les héberger. Est-ce que ça vous choque ? Beaucoup. Nous sommes d'ailleurs plusieurs à être à la fois choqués mais surtout inquiétés de cette situation puisque ce transfert a déjà commencé. Les personnes qui étaient hébergées dans des hôtels à Paris se voient déjà demander de quitter les lieux. Il y a eu des demandes aussi sur Bordeaux notamment de pouvoir accueillir ces personnes-là. Et donc on voit bien qu'aujourd'hui finalement on ne règle pas encore une fois la problématique. Ce ne sont pas des solutions nouvelles qu'on propose à ces personnes, à ces familles qui sont souvent dans ces hôtels depuis des années et qui vont aujourd'hui être bousculés et être amenés à déménager sans qu'on leur demande leur avis par ailleurs. On leur demande d'aller à Bordeaux, demain ce sera à Nantes et après-demain ce sera à Lyon, sans qu'on leur ait demandé leur avis et surtout sans proposer des solutions de qualité pour les personnes qui sont hébergées dans ces hôtels. Il y a déjà eu des demandes pour Lyon, concrêtement aujourd'hui, de déplacement de personnes sans abri ? On n'a pas reçu officiellement de demandes sur Lyon, sachant que les demandes sur Bordeaux, j'ai pu échanger avec mes collègues adjointes sur Paris et Bordeaux, sont arrivées il y a 2 jours, donc c'est quelque chose qui peut arriver aussi, exactement. Voilà, donc c'est en ce moment que c'est en train de se vider, mais ça ne règle pas encore la question de l'hébergement et notamment de ces familles qui sont sur Paris. Est-ce que vous dites aujourd'hui Lyon est prête à les accueillir si ça doit être le cas ? Alors bien sûr que nous accueillerons les personnes qui seront amenées notamment de Paris par la préfecture, mais ça ne réglera pas le problème et surtout ça va encore embouteiller davantage la situation de l'hébergement d'urgence sur Lyon et sur la métropole de Lyon. On a aujourd'hui des personnes qui sont à la rue, on a des familles qui sont à la rue, qui ne sont pas hébergées, qui ne sont pas prises en charge. Donc on ne voit pas bien comment les services de l'État et la préfecture notamment pourraient accueillir autant de personnes sur la ville de Lyon ou sur le territoire de la métropole. Olivier Klein, ce matin sur RMC, le ministre délégué à la ville et au logement, dit que c'est un déplacement temporaire. Mais qu'est-ce qu'on fait de ces personnes après 2024 ou après la Coupe du Monde ? On les garde ou on les garde pas finalement ? Alors c'est ce qu'il a annoncé effectivement en disant elles vont être déplacées le temps des JO, le temps de la Coupe du Monde, mais c'est quand même un temps qui est assez long. Et après, est-ce qu'elles vont repartir à Paris ? Est-ce qu'elles vont rester à Lyon, à Bordeaux, à Nantes ? On ne sait pas. En tout cas, ce qui est certain, ce qui est non annoncé par le gouvernement, c'est qu'il n'y aura pas de solution digne, de solution pérenne d'accompagnement et d'insertion sociale et professionnelle. Donc on peut comme ça, si c'est le choix du gouvernement, promener des personnes sur tout le territoire national. Si on ne permet pas aux familles de s'insérer durablement, ça ne réglera pas le problème. Et pour les familles, c'est vraiment indigne comme position. Vous avez l'impression que c'est un peu cacher cette misère que je ne saurais voir, quoi. C'est déplacer cette misère, en tout cas, que je ne saurais voir pendant les JO à Paris, oui. Vous feriez un parallèle entre ce qui se passe donc avec ces personnes sans abri par rapport aux JO et la situation des travailleuses du sexe de Gerland qu'on a donc expulsées à quelques semaines maintenant de la Coupe du Monde de rugby? On les a effectivement, on leur a demandé de quitter les lieux, les rues où elles étaient installées, notamment autour de la plaine des Jeux de Gerland et du stade de rugby. On leur a demandé de quitter ces lieux sans leur proposer, contrairement aux personnes hébergées à Paris, sans leur proposer d'autres endroits. Bien évidemment, la problématique est autre et un peu plus complexe. Aujourd'hui, les personnes ont quitté la plaine des Jeux. Elles sont allées, on ne sait pas où d'ailleurs très exactement, mais en tout cas certaines sont allées en périphérie. On parle de Saint-Priest, on parle de la route de l'aéroport, donc vraiment très éloigné. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est éclaté. Pour autant, on sait quand même que les camionnettes sont revenues en soirée sur la plaine des Jeux à Gerland. Donc à partir de là, on voit bien qu'on déplace un problème, qu'on le déplace en journée, mais que finalement, le soir, on ferme les yeux. On ne sait pas jusqu'à quand. On n'a aucune information sur cette situation. Tout ça dans le même objectif, c'est-à-dire il y a un événement international, là en l'occurrence sportif. On ne veut pas montrer finalement la misère, la précarité. Alors, il y a 2 choses. Il y a effectivement cette question de on ne veut pas montrer la misère, on ne veut pas qu'il y ait des personnes dans des hôtels à Paris parce qu'on va devoir loger des touristes ou des athlètes d'autres pays. Il y a aussi une question, et ça on l'entend, et on l'entend notamment à la ville de Lyon, de sécurisation des alentours, notamment si on parle de la Coupe du Monde de rugby à Lyon. Il va falloir sécuriser. On accueille le camp des All Blacks, donc avec aussi beaucoup d'engouement, beaucoup de personnes qui vont vouloir les rencontrer. Donc on
sait que la préfecture aura évidemment le devoir de sécuriser les lieux et donc on ne pourra pas laisser ni des camionnettes ni par ailleurs des voitures venir circuler dans cette zone. Donc il y a une double problématique à ce sujet. On va continuer sur les travailleuses du sexe. On va d'abord regarder l'édito de la rédaction qui est préparé comme toutes les semaines par Stéphanie de Silguy. De la médiation à la répression, d'un coup de balai, la préfecture a mis un terme au travail de longue haleine mené notamment par Sandrine Runel. L'élu socialiste en charge de l'inclusion sociale à la ville de Lyon se bat depuis de nombreuses années en faveur des travailleuses du sexe. Mais le 2 mai dernier, les 150 camionnettes stationnées devant la plaine des Jeux sont évacuées. Pas un message en amont pour la prévenir. Une méthode regrettable, voire scandaleuse. Alors après la colère, place désormais à l'inquiétude. Les travailleuses du sexe pourraient migrer vers les communes de Saint-Fond ou de la plaine Saint-Exupéry. Une mise à l'écart qui risque d'aggraver leur situation. Éloignées du centre de ville de Lyon, ces femmes craignent l'isolement, la précarité et un accès aux soins encore plus difficile. Experte sur les questions sociales, Sandrine Runel milite pour davantage de dialogue entre les associations et la ville de Lyon. En aucun cas, le recours à la manière forte est une solution, alors que la mobilisation des travailleuses du sexe n'a jamais été aussi forte depuis les années 70. Vous avez l'impression qu'on est revenu en arrière là, avec le déplacement, l'expulsion des travailleuses du sexe? Ça a mis à mal, ce qui est certain, c'est tout le travail qui avait été engagé avec les associations notamment, qui œuvrent depuis des années auprès des personnes en situation de prostitution, que ce soit Cabirial, Amicale d'Uni, Magdalena, qui sont des associations qui se rendent sur place et qui accompagnent sur des actions de prévention à la santé, sur de l'accompagnement social, et surtout depuis la loi de 2016, et ça nous y travaillons avec les services de la préfecture, sur la mise en œuvre de parcours de sortie de prostitution. Et c'est là-dessus que nous voulons, en tout cas, nous, ville de Lyon, pouvoir nous investir. C'est sur comment on accompagne au mieux les personnes pour sortir de la prostitution. Et quelle est leur situation, justement, aujourd'hui? Est-ce qu'avec ce déplacement dans d'autres zones qu'à Gerland, où elles étaient assez regroupées, où on pouvait les identifier, on peut faire ce suivi? Et justement, où est-ce qu'elles sont aujourd'hui, ces prostituées? Vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure. Elles sont revenues, finalement. L'arrêté, le fait de les expulser de cette zone de Gerland, les a pas fait tant s'éloigner que ça. Elles sont revenues. Alors, elles sont revenues. Pour l'instant, le soir, elles sont présentes autour de la plaine des Jeux. On ne sait pas jusqu'à quand. Peut-être qu'à l'approche de la Coupe du Monde de rugby, l'arrêté sera appliqué de manière un peu plus ferme, et en tout cas en période nocturne. Donc voilà, du coup, on va nous aussi suivre ce travail et voir semaine après semaine comment il évolue. Pour autant, ce qui est certain, c'est que les associations ont moins de facilité à accéder à l'ensemble des personnes en situation de prostitution, puisqu'elles sont éclatées, éparpillées un petit peu partout. Donc les dépistages sont moins simples, les propositions d'accompagnement, et elles ont moins de facilité aussi à se rendre dans les lieux d'accueil de jour ou autres auxquels elles avaient l'habitude d'aller. Et vous pointiez du doigt aussi un problème de sécurité pour ces travailleuses du sexe qui étaient regroupées, qui étaient plus fortes ensemble. Là, le fait qu'elles soient éclatées, où est-ce qu'elles en sont aujourd'hui? Ça pose un problème de sécurité? Oui, ça pose un problème de sécurité, puisque des alertes ont été à maintes reprises signalées à la fois à la police nationale mais aussi à la police municipale, et donc nos deux polices travaillaient de concert pour faire des rondes et sécuriser. Donc la police municipale est présente, en tout cas était présente autour de la plaine des Jeux, et veillait aussi à ce que la sécurité pour ces personnes soit assurée. C'est pour ça qu'elles sont revenues peut-être d'ailleurs? C'est aussi pour ça qu'elles sont revenues, parce que c'est plus simple aussi pour une police nationale ou municipale de faire des rondes sur 2-3 rues, en tout cas sur un périmètre qui est assez restreint, contrairement à une zone complètement éclatée. Et par ailleurs, notre police municipale n'a pas vocation à aller jusqu'à Saint-Priest, Saint-Fond ou la plaine de Saint-Exupéry pour pouvoir intervenir et sécuriser effectivement leur situation. On va aller un petit peu plus au fond du dossier. Qu'est-ce qui s'est passé finalement entre vous et la préfecture notamment? La préfecture dit on a prévenu les associations et la ville de Lyon un mois avant, et vous étiez venu sur BFM Lyon, vous nous aviez dit nous on n'a pas été prévenus. Qui a tort, qui a raison dans ce dossier? Alors, on savait que la préfecture souhaitait prendre un arrêté, puisqu'elle a demandé au maire de Lyon de prendre un arrêté, que le maire a refusé de prendre, puisque nous l'avons dit depuis le début, nous ne chassons pas
les prostituées. Donc le maire de Lyon avait refusé de prendre cet arrêté. Donc effectivement, nous savions qu'un arrêté serait pris pour pouvoir évacuer ces rues. Mais quand on n'en avait pas l'information. Donc nous ne savions pas, on savait que ce serait à période, Coupe du Monde de rugby, que ça allait arriver, mais nous n'avions pas d'informations sur la temporalité ni sur l'effectivité de cet arrêté, puisqu'encore une fois, il y a 15 jours, l'arrêté est pris et donc on nous dit plus possible de stationner jour comme nuit, puisque l'arrêté il est pris pour H24. Et puis on voit que finalement des tolérances sont faites et que le soir elles reviennent s'installer sur la plaine des Jeux. Voilà. Donc il y a effectivement un peu un flou à la fois juridique, mais surtout social, sur quel accompagnement va pouvoir être mené. On a l'impression qu'il y a d'un côté la répression, ce qu'on peut appeler la répression de la part de la préfecture, et vous, votre mot d'ordre, c'est quand même la médiation. Mais la question, c'est est-ce que la médiation, finalement, ça apporte des résultats concrets ? Alors, ça apporte des résultats. Il y a une médiation sociale, il y a une médiation sanitaire. On est là pour quand même essayer d'améliorer les conditions sanitaires. Donc, encore une fois, en soutenant les associations qui font un travail formidable, notamment sur le dépistage, sur la distribution de préservatifs, sur tout ce qui concerne l'hygiène des personnes prostituées. Et puis, il y a aussi cette volonté de pouvoir accompagner davantage sur des parcours de sortie de prostitution. Et aujourd'hui, on a des chiffres qui sont d'ailleurs les chiffres de la préfecture, puisque c'est dans le cadre de la loi de 2016, donc c'est la préfecture qui pilote ça. On a aujourd'hui des chiffres très encourageants sur le nombre de personnes qui bénéficient des parcours de sortie de prostitution et qui n'ont pas du coup repris l'activité prostitutionnelle depuis 18 mois. La préfecture dit d'ailleurs qu'elle met 1,5 million d'euros par an sur ces mesures d'accompagnement, d'hébergement, de maraude. Je cite le communiqué qui avait été envoyé début du mois de mai. Vous ne pouvez pas vous mettre d'accord, sachant que vous faites la même chose finalement en parallèle ? Alors, on était d'accord et je participe, je représente la ville de Lyon à cette commission de parcours de sortie de la prostitution, à côté de la préfecture et de la métropole de Lyon également, et puis d'autres services, éducation nationale et des associations qui sont partenaires. Donc, on travaillait ensemble sur le développement, la mise en place de ces parcours, sachant que la préfecture investit énormément dans ce domaine. Donc ça, c'est quelque chose qu'on salue et qu'on partage, dans lequel nous avons envie de pouvoir contribuer aussi davantage sur la mise à disposition de logements. Nous l'avons annoncé. Nous accompagnons aussi financièrement, bien sûr, les associations qui sont partenaires dans ces actions. Mais là, on constate en fait que de manière assez brutale et encore une fois sans concertation, la préfecture est venue mettre à mal quand même tout un travail qui était engagé depuis des mois. Vous aviez vu quand même ces témoignages de parents là, de jeunes sportifs et sportifs qui s'entraînaient à la plaine des Jeux. La situation, on a l'impression qu'elle était quand même pas trop tenable en l'état. Avec les camions qui étaient là, les jeunes qui s'entraînaient et qui étaient âgés entre 10, qui étaient des ados, quoi. On a eu vent des pétitions, on a reçu les parents, ils ont été reçus à la mairie du 7e arrondissement, la maire du 7e est fortement également mobilisée à ce sujet. Et donc la ville de Lyon avait pris des mesures, alors qui mettent un certain temps à se réaliser, qui étaient notamment la construction, le renforcement d'une clôture tout au long de la plaine des Jeux avec un brise-vue, mais surtout une clôture renforcée qui permettait de sécuriser la plaine des Jeux et les terrains, notamment celui d'athlétisme, parce qu'il y avait des intrusions. Et les intrusions n'étaient pas du fait des prostituées, puisqu'elles ne rentrent pas, elles restent dans les camionnettes. Ce que disaient quand même les parents, c'est que c'était un peu un cache-misère, finalement. On l'entend tout à fait de leurs enfants qui des fois sont beaucoup plus petits, entre 6, 8, 10 ans, et qui ont vu sur les camionnettes et sur ces activités-là. Donc on avait travaillé avec la ville et les services des sports donc à la finalisation de cette clôture qui a été finalisée là début mai, avec une occultation. Donc par contre, l'occultation et les premiers retours qu'on a pu en avoir étaient satisfaisants et permettaient de ne plus avoir vu pour les enfants notamment sur les camionnettes et donc sur l'activité de prostitution. Et puis on avait aussi engagé tout un dialogue avec l'UNICEF et les collectifs des parents pour peut-être réfléchir à d'autres entrées. Aujourd'hui, il y a des entrées qui forcent et amènent les parents, les enfants à côtoyer les camionnettes. Et donc on souhaitait pouvoir réfléchir à d'autres entrées, d'autres accès. Et ça, c'est quelque chose qu'on va continuer à mener avec les parents pour améliorer la situation, parce qu'on comprend
Et ça, on n'a jamais dit le contraire. On comprend à la fois l'énervement, la colère des parents, et puis leur inquiétude face aux camionnettes et aux enfants qui sont des enfants. Vous avez l'impression que vous ne les entendiez pas vraiment dans le sujet. Oui, bien sûr. Oui. Je comprends aussi qu'ils soient inquiets et qu'ils soient effectivement des fois un peu remontés. On y passe suffisamment. Enfin, j'y suis quand même assez régulièrement et je vois des jeunes de 12, 13, 15 ans, des jeunes filles qui finissent leur entraînement le soir à 21h ou 22h, qui sont pour autant pas mises en danger par les prostituées, mais plutôt aussi par tous les clients et les activités de deal et de proxénétisme qu'il y a autour. Bon, on va continuer de suivre la situation. On va passer à un sujet dont on parle beaucoup évidemment à Lyon tous ces derniers mois, c'est les enfants à la rue. D'après le dernier décompte, c'est plus de 200 encore à l'heure actuelle. Vous, question très personnelle, mais comment vous le vivez qu'il y a encore des enfants à la rue aujourd'hui, à Lyon et dans la métropole? Alors, moi, je ne m'en satisfais pas, bien évidemment. C'est pour ça qu'on continue à travailler sur la mise en œuvre de dispositifs, sur la création de places d'hébergement d'urgence. C'est pour ça qu'on est aussi fortement mobilisés dans nos écoles avec les assistantes sociales scolaires et le CCS pour pouvoir repérer ces situations-là et les prendre en charge. C'est une question qui est forcément épineuse, qui aujourd'hui concerne l'ensemble du territoire et par ailleurs d'autres pays européens. Mais effectivement, c'est pas satisfaisant et c'est quelque chose qui est difficile. Oui. Parce que vous aviez lancé à la ville en fin 2021 le plan 0 enfant à la rue. Bon, aujourd'hui, c'est pas le cas. C'était un échec annoncé, finalement. C'est pas tenable comme engagement, non? C'est pas un échec annoncé, c'est une ambition. Et on ne peut pas avoir d'autre discours que celui-là. On ne peut pas se satisfaire de 100, 50, 10, même un enfant à la rue. Ce n'est pas tenable. Donc notre ambition, elle reste la même. Mon combat reste le même. Il est inchangé. Ce sera 0 enfant à la rue. Et on demandera des moyens. Vous avez une échéance? Il n'y a pas d'échéance parce qu'on sait très bien, je pourrais dire demain, je pourrais dire à la fin du mandat, on sait très bien que après d'autres familles vont arriver, que d'autres enfants vont se retrouver dans ces situations. Donc ce sera une ambition qui sera permanente et qui doit permettre à toutes les familles qui sont sur notre territoire de pouvoir trouver de quoi se loger dignement. Vous parlez d'une question de moyens, justement, pour éviter d'avoir ces enfants, ces familles à la rue. Quels moyens on peut associer? Parce que, un petit peu à l'image du dossier des travailleuses du sexe, on a l'impression qu'entre l'État et la ville de Lyon, voire la métropole, on se souvient de l'épisode des mineurs isolés en fin 2021, on se renvoie toujours un petit peu la balle. Donc quels moyens vous pouvez disposer et l'État peut vous donner? Aujourd'hui, la compétence, l'hébergement d'urgence, c'est une compétence qui relève de l'État sur le territoire national. Et ça, personne n'en disconvient. On est bien d'accord que l'État est compétent à la matière. Une fois qu'on a dit ça, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de places d'hébergement d'urgence, qu'il n'y a pas suffisamment de logements pour pouvoir héberger l'ensemble des personnes qui sont ou à la rue ou dans des squats ou dans des campements. Et donc, la ville doit prendre sa part. Il y a certaines villes qui refusent complètement de participer à la question de l'hébergement. La ville de Lyon n'a pas fait ce choix-là et nous avons fait le choix d'agir aux côtés des services de l'État. Aujourd'hui, avec la préfecture et notamment avec les services déconcentrés comme la DETS, la direction de la cohésion sociale, ça se passe bien. On travaille ensemble en bonne intelligence pour mettre en place des dispositifs. C'est ce qu'on a fait dans le cadre du dispositif 0 enfant à la rue avec l'ouverture d'un commissariat, l'ancien commissariat du 7e, qui est aujourd'hui un centre d'hébergement d'urgence qui fonctionne. Mais il faut qu'on aille encore plus loin. Donc on souhaite pouvoir créer de nouvelles places, mettre encore une fois des hébergements de la ville à disposition sur des logements. Mais ce qu'on attend quand même de ce gouvernement et notamment du ministre, c'est qu'il tienne ses engagements, car lui aussi a fait en fin d'année une promesse qui était plus personne à la rue. Et aujourd'hui, on voit qu'il ne s'en est pas donné les moyens. Donc ça veut dire, si on prend les chiffres, ça veut dire que dans le département du Rhône, il y a 22 000 places d'hébergement d'urgence ou de logements adaptés, 250 places supplémentaires depuis cet hiver. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant, mais d'ailleurs, les places ferment. La préfecture l'a annoncé, il y a des places d'hébergement d'urgence qui ont été ouvertes pendant l'hiver. Mais il y a quelques années, il y avait énormément de places d'hébergement pérennes qui avaient été ouvertes. Oui. Ça compense pas. Non, il y en a de plus en plus. On voit qu'un effort a été fait entre ce qui se passait en 2011 et ce qui se passe aujourd'hui. Donc il y a des places nouvelles qui ont été créées, mais il y a quand même encore des personnes qui sont à la rue. On est passé, le rapport de la Fondation Abbé Pierre le dit très très bien. Aujourd'hui, on a plus de 25 000 personnes sur la métropole de Lyon qui sont dépourvues de logement personnel. Voilà. En 2021, on était à 22 000.
Donc on voit quand même aussi comment la société se précarise, comment les personnes sont de plus en plus en difficulté et au final se retrouvent à la rue, ce qu'on ne voyait pas de cette manière-là avec une telle ampleur il y a quelques années. Est-ce que c'est pas dérangeant quand même de voir tous ces parents qui se mobilisent dans les collèges pour occuper les collèges, les gymnases et pour accueillir donc des enfants et des familles qui sont à la rue? Ça vous dérange pas, vous, de voir ça? Alors, moi, j'ai l'impression que c'est les parents qui sont obligés de faire le boulot de l'État et de la ville. De l'État, on est bien d'accord. Quelque part, bien sûr que c'est dérangeant, mais moi, ça me réjouit. Ça me réjouit de me dire qu'aujourd'hui, les parents ne sont pas indifférents, que les citoyens ne sont pas indifférents et qu'il y a un élan de solidarité. Et qu'effectivement, ce sont des citoyens, mais on le voit de toute manière aussi dans d'autres associations, qui pallie les carences de l'État. Mais ces parents nous disent aussi qu'ils sont déçus d'une municipalité qu'ils estiment de gauche, écologiste, socialiste. Oui. Mais on continue à avancer avec eux. Mais effectivement, on a l'honnêteté aussi de dire que nous n'avons pas suffisamment de solutions pour l'ensemble des personnes qui sont aujourd'hui à la rue. Les écoles sont très mobilisées, fortement mobilisées. Nous avons eu des périodes avec plus de 10 écoles occupées. Aujourd'hui, on a la chance, pour d'autres raisons aussi, parce que les parents fatiguent et sont aussi fatigués de cette situation. Donc, on a aujourd'hui plus d'écoles qui sont occupées, mais on a encore des situations très préoccupantes sur lesquelles on est fortement mobilisé. On attend des réponses et on ne lâchera pas, en tout cas, ces familles ni ces parents. Vous parliez de la précarité, justement, il y a quelques instants. Est-ce que cette précarité, elle se voit plus dans la ville de Lyon? Pierre Oliver, l'opposition, avait notamment dénoncé ça sur les campements des rives de Saône. On en parle plus, ou est-ce que c'est parce qu'on essaye de régler le problème qu'on pointe plus du doigt les petits problèmes qui sont isolés? Est-ce qu'on voit plus cette précarité à Lyon ou pas? Alors, on voit de manière nationale, une forte précarisation de la société. Après, il y a une posture qui est différente de celle qu'on connaissait notamment sous Gérard Collomb, qui aujourd'hui, nous, on ne chasse pas. On ne chasse pas les prostituées, on ne les éloigne pas et on ne chasse pas non plus les SDF. Donc on n'empêche pas les campements de s'installer. On essaye de résoudre cette situation-là. Et c'est vrai que ça prend plus de temps de pouvoir aller rencontrer via nos maraudes, via le CCS notamment, d'aller rencontrer ces familles, d'aller rencontrer ces ménages, prendre le temps de scolariser les enfants, de les accompagner sur l'accès aux soins notamment, que de les chasser à un coup de pelleteuse. Donc c'est vrai que oui, ça se voit, mais en tout cas, nous, notre travail, notre volonté, c'est que tout le monde trouve sa place dans la ville. Donc vous justifiez qu'on visibilise finalement la précarité? En tout cas, on ne la rend pas invisible, oui. On va passer à un sujet un peu plus politique, parce que l'émission évidemment passe vite. On va parler de votre parti, le Parti Socialiste. Déjà, j'aimerais vous entendre sur votre alliance avec la majorité écologiste à la ville. Question très simple, elle va se poursuivre jusqu'aux prochaines élections, c'est sûr? Alors, rien n'est jamais sûr et encore moins en politique, vous le savez. Mais oui, aujourd'hui, je fais partie d'une majorité. Mon groupe, le groupe socialiste, fait partie d'une majorité dans laquelle nous avons notre place. Nous avons une place qui nous est réservée avec par ailleurs des délégations qui sont importantes. Et donc aujourd'hui, il n'y a pas de raison d'en sortir, oui. Oui, je vous pose la question parce que je vais quand même rappeler le contexte. Anne Bréban, donc la maire écologiste du 9e, qui avait fait voter ses élus pour retirer l'écharpe d'adjointe de votre collègue socialiste Malika Bono, qui est actuellement en arrêt maladie. Aujourd'hui, tout est pardonné, c'est bon, c'est oublié? Alors, c'est pas une question de pardon, c'est une décision qui n'est pas la nôtre et que nous avons regrettée. D'ailleurs, nous avons voté contre cette décision. Et donc, mon groupe, le groupe socialiste, n'approuvait pas cette décision. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a voté contre la délibération. Le groupe dans le 9e avait été très virulent au moment où ça s'est produit. Ah oui, vous aviez essayé de remettre, c'est ça qui s'est passé finalement. Exactement. Après, il y a des raisons personnelles et sur lesquelles la maire du 9e n'a pas voulu s'étendre. Et donc, c'est aujourd'hui à elle de gérer sa majorité au niveau de l'arrondissement. Mais aujourd'hui, effectivement, il n'y a pas de difficulté majeure sur la place des socialistes au sein de la majorité municipale, que ce soit, et je le redis, à la ville de Lyon ou dans les arrondissements. Au niveau local et du département du Rhône, il y a eu la polémique avec Christiane Constant, qui a été contrainte de démissionner après un message à caractère raciste sur un groupe WhatsApp. Aujourd'hui, vous avez un chef de file par intérim. Il va y avoir une nouvelle élection dans peu de temps. Il fallait vraiment repartir de zéro là pour rebâtir un PS fort, comme on l'a connu au début des années 2000 dans le Rhône.
Oui, alors il fallait repartir de zéro et effectivement mettre un trait sur cet épisode malheureux. Aujourd'hui, il y a une direction collégiale qui s'est mise en place avec des instances et on retrouve un parti socialiste au travail. Donc on est plutôt dans l'idée de reconstruire nos forces politiques sur la métropole et sur le département du Rhône. Donc on préparera aussi des échéances électorales à venir, que ce soit les européennes et puis plus tard les municipales, bien sûr. Mais oui, il y avait besoin de reprendre les choses depuis le début, puisque depuis 2017, notre parti, et c'est un scoop pour personne, a été plutôt malmené, avec des départs quand même successifs qui ont beaucoup causé de troubles, à la fois idéologiques, mais bien sûr aussi financiers et matériels. Et donc aujourd'hui, il y avait besoin de repartir, de zéro et d'avoir une nouvelle feuille de route pour le Parti socialiste. La polémique, est-ce qu'elle a encore plus terni l'image de ce PS, et notamment dans le Rhône, où justement on n'est plus dans les premières ou sur le podium, les premières forces politiques du plateau ici dans le... Non, je crois pas que... Même localement. Non, je crois pas que cette histoire, parce que c'est... C'est une sale image pour un parti de gauche, on peut pas se... On est bien d'accord, mais ça a été... Non, mais tout à fait, oui, pour tout parti par ailleurs. Mais ça a été condamné immédiatement, ça a été condamné par les responsables locaux, que ce soit... moi-même, je l'ai condamné, bien évidemment, mais que ce soit le maire de Villeurbanne, la maire de Vaux-en-Velin, et ça a été surtout condamné par le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure. Donc, il n'y a pas eu d'ambiguïté et il n'y a pas eu d'hésitation. Voilà, tout a été fait dans la journée. Donc, non, ça n'a pas terni notre image, puisque ça a été un acte, on va dire, isolé, effectivement, d'une représentante, mais aujourd'hui... Tout juste élue à l'époque. Tout juste élu, enfin, tout juste réélu. Et donc, finalement, ça a permis aussi de pouvoir remettre les choses à plat, mais il n'y a pas eu d'ambiguïté sur la caractérisation de notre position. Oui. Alors, juste dernière question sur le PS, encore une fois, Didier Villerme, donc l'ancien adjoint de Jean-Paul Brett à Villeurbanne, qui a dit dans le Progrès, le Parti socialiste doit disparaître. Vous partagez ça ou pas? Ben évidemment que non. Ouais, il dit finalement, là, on se retrouve plus nulle part, il y a des différents courants. Bon, le parti non, il y a au contraire, moi je crois que plus que jamais, le Parti socialiste a sa place à la fois dans l'échiquier politique, mais surtout en France. Et pour les Français, nous sommes un parti qui a vocation à pouvoir transformer, en tout cas accompagner la transformation et l'émancipation de l'ensemble des citoyens. Donc voilà, nous sommes encore une fois un parti qui est au travail. On voit bien aujourd'hui, les députés sont mobilisés sur des sujets de société qui sont importants. Il va y avoir des moments assez violents quand même aussi avec la loi asile-immigration, on l'a vu sur les retraites. Donc non, on a besoin d'un parti de gauche, on a besoin de retrouver une force de gauche centrale dans l'échiquier politique. Bon, le message est passé. Merci d'avoir été avec nous. Merci Gwenaëlle. Merci à vous.